Merci. Bonjour. Bonjour tout le Bonjour monde. et merci. Alors, réalité virtuelle. Est-ce que la réalité virtuelle, c'est une réalité réelle aujourd'hui? Est-ce qu'on est vraiment, on est en train de passer dans un monde clairement virtuel? Où est-ce qu'on en est, Muriel? Alors, si tu parles de la réalité virtuelle au sens où on prend un casque, alors c'est à la fois une réalité relative, mais pas une réalité absolue. Réalité relative parce qu'effectivement, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui utilisent la réalité virtuelle. On l'utilise aussi un peu dans la partie gaming, mais aujourd'hui, elle n'est pas en fait dans notre quotidien pour plusieurs freins. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à avoir déjà eu une expérience en réalité virtuelle, mais généralement, si elle est bien faite, on tient une demi-heure, 45 minutes, 1h15. Et généralement, elles sont assez mal faites. Et au bout de 10 ou 15 minutes, on a envie de vomir. Après, il y a le prix. Donc, il y a l'équipement. Donc, oui, c'est une réalité. Mais dans notre quotidien, elle n'a pas encore vraiment, je dirais, pris une grande place. Teddy, sur cette première vision, on va dire, du panorama aujourd'hui, de ce qui existe? Effectivement, oui, on a la barrière technologique, déjà, premièrement. Et puis, je dirais l'accessibilité, mais les casques VR et tout ça, qui est encore, on va dire, quelque chose mais qui est réservé à une certaine catégorie de personnes. Et effectivement, comme Muriel le dit si bien, passer un peu de temps là-dedans, ça donne un peu ce qu'on appelle le motion sickness, qui est vraiment le fait qu'on soit décorrélé de nos sens et qu'on soit émergé dans un univers totalement imaginaire et qu'on n'a plus de repères physiques, etc. Il y a des positions, parfois, on ne peut pas effectivement faire de la réalité virtuelle partout. Dans des magasins, lorsque des marques ont fait quelques expériences, le visiteur, il a peur de se faire voler son sac à main, ou il a peur aussi d'être dans une position un peu inconfortable. Donc, ce n'est pas, je dirais, encore très pratique. Voilà. Et puis, on va dire l'adoption également, comme il vient de le voir. Alors, on parle beaucoup de métaverse en ce moment. Teddy, vous avez fondé un cabinet qui s'appelle Black Pixel, qui est spécialisé sur les nouvelles technologies. Et vous êtes spécialisé dans le métaverse notamment. Alors, où est-ce qu'on en est du métaverse? Le métaverse, c'est quoi exactement? Grande question. il y a un débat qui est global, en fait, sur la définition du métaverse et ses différentes composantes, je dirais. Chez Black Pixel, notre positionnement, c'est que le métaverse, c'est le futur de l'Internet. Donc c'est un espace intangible qui est constitué de l'interopérabilité entre les différentes plateformes immersives. Donc il n'y a pas des métaverses, il y en a un, et ce métaverse n'est pas encore là. Donc on avait des bouts qui existent en fait aujourd'hui, avec des plateformes comme Decentraland, de Sandbox, etc. Et sur lesquels on peut vivre des aventures et des expériences digitales en 3D. Donc on va dire qu'on a des embryons de métaverse, mais que le métaverse en lui-même, totalement, n'est pas encore là. Alors on en revient dans un instant, mais Muriel, vous êtes spécialisé, et vous avez créé une start-up spécialisée dans la création d'influenceurs virtuels. Aujourd'hui déjà, nous avons des influenceurs virtuels qui opèrent sur les réseaux sociaux dans le monde. J'utilise-le, ça va. Allez-y, oui. Alors, si on parle effectivement de l'influence virtuelle, est-ce que beaucoup d'entre vous connaissent, ont déjà entendu parler du mot influenceur virtuel? Juste pour un petit sondage, comme ça, pour commencer. Quand même. Voilà. Donc, on est d'accord, l'influence virtuelle a pris une place sur nos écrans. Aujourd'hui, en fait, on va dire que tous les segments de marché sont concernés. Le premium, le luxe, tous les secteurs d'activité sont concernés. L'automobile, le food, le fashion, la beauté. Donc oui, en fait, pour répondre à ta question, l'influence virtuelle, elle est bien parmi nous. Elle a bien envahi nos smartphones. Alors après, on a différentes plateformes qui s'intéressent aux influenceurs virtuels. Vous avez d'abord en fait des plateformes qu'on appelle les VTubers. Vous avez ensuite beaucoup Instagram, et puis on commence à les voir de plus en plus sur TikTok. Alors là, je crois que je vais avoir un mapping. Je rappuie.
Donc nous, en fait, dans notre partie Occident, on a connu l'influence virtuelle, notamment avec un personnage, Lynn Miquela. Alors, on a un temps très court, donc je ne vais pas effectivement donner l'historique de tous ces personnages. Je vais juste m'attarder sur 3. Lynn Miquela, je m'y attarde parce qu'elle a été lancée en 2016 par une société américaine qui était vraiment spécialisée dans le divertissement et proche, effectivement, notamment de la musique. Et cette start-up, je ne cite pas les noms, hein, a été rachetée par un grand faiseur des métaverses. Et donc les influenceurs virtuels qui n'étaient pas crypto-natives deviennent effectivement ou vont devenir des personnages extrêmement importants dans le métaverse. Nous, en Occident, donc plutôt sur la partie Europe, on a entendu beaucoup parler à partir de 2017-2018 à travers 2 personnages qui sont donc Nounouri et Choudou. Et puis, nous, à Paris, Once Paris, on a commencé à s'y intéresser. Donc, il y a maintenant 4 ans, je rejoins cette agence qui s'appelle Once, qui veut signer les artisans de l'innovation visuelle. Et donc, on cherche un projet. Et donc, je viens auprès de Laurent Lachaze en lui proposant cette feuille de route autour de l'influence virtuelle. Il valide. Je vais voir un ami que j'apprécie beaucoup et que beaucoup de personnes connaissent ici, qui s'appelle Éric Brionne. Et je lui dis, écoute Éric, j'ai un projet dans une agence. Est-ce que l'influence virtuelle, en tant que grand planeur stratégique, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Il me dit, j'adore. J'ai envie, moi aussi, de créer la première influenceuse virtuelle française à travers l'école. Il rejoignait en fait la Paris School of Luxury et il voulait créer la 101e étudiante de son école en tant effectivement que grand visionnaire de ce mouvement qui apparaissait. Donc il m'a fait rencontrer Franck Papazian et voilà comment l'aventure de Gaïa s'est passée, parce qu'il y avait donc une agence de communication qui voulait effectivement signer un enjeu sur l'innovation visuelle, la création d'une école qui voulait effectivement être des faiseurs, faire que la théorie entre dans le système éducatif à un pourcentage de 20 ou 30%, et vraiment mettre les étudiants dans un mode projet. Et il y avait donc Gaïa. On regardera la suite juste après. Juste une question pour Teddy en attendant. Aujourd'hui, il faut des intermédiaires pour accéder au métaverse ou aux influenceurs virtuels. C'est-à-dire qu'il y a quand même une interface, que ce soit un écran ou un casque. Où est-ce qu'on en est justement en termes de briques technologiques des casques aujourd'hui? Est-ce que c'est accessible? Quelle plateforme sur les... Parce qu'on parle beaucoup effectivement du métaverse, mais vous avez cité il y a un instant Wonderland ou Decentraland. Voilà, il faut commencer à connaître des réseaux sociaux virtuels qu'on ne connaît pas encore, et en tout cas dans le naming n'est pas encore connu. Donc la question de toutes ces interfaces, qu'elles soient réseaux sociaux pour les influenceurs virtuels, métaverse demain et le casque pour compléter tout ça, elle est importante. Où est-ce qu'on en est de ces développements, et est-ce que ça sera accessible dans combien de temps? Aujourd'hui, on peut y accéder à certaines de ces plateformes à travers les devices traditionnels qui sont nos écrans, mais qu'on a déjà. Et c'est le cas pour ces plateformes. Il y a des plateformes immersives qui sont un peu plus spécifiques. On sait tous que Meta, a.k.a. Facebook, a investi massivement là-dedans depuis déjà quelques années. Ils ont un peu de mal donc, à développer la plateforme Horizon. Mais ce sont des choses qui avancent. Et ce que je voulais vraiment dire, c'est que aujourd'hui, on a un problème d'interopérabilité entre différentes plateformes. C'est-à-dire que nos avatars ne peuvent pas naviguer, on va dire, librement entre ces différents espaces. Ce qui est un enjeu majeur. Il y a la partie connectivité, la bande passante, parce que ce sont des volumes de data qui sont importantes. C'est plus du texte, c'est plus de l'image, ce sont des mondes totaux, en fait, entiers. Donc il y a en fait tous ces problèmes-là qui sont des problèmes, on va dire, d'IT, d'infrastructure, en fait. Et il y a Tencent qui investit massivement aussi, Google, enfin voilà, tous ces géants. Et ça avance péniblement, mais sûrement, et au fur et à mesure que ces plateformes seront de plus en plus prêtes, on pourra avoir une base qui permettra l'adoption de masse, ce qui n'est pas encore le cas. L'influenceur virtuel, on est en train de le regarder. Il est comment? Est-ce qu'il est opéré, et on voit d'autres exemples, par des équipes? Comment est-ce que ça fonctionne dans les coulisses? Alors, l'influence virtuelle est déjà... Avec le micro.
L'influenceur virtuel, à quoi il ressemble? Il a, on va dire, des profils un peu différents. On va dire qu'il y a 5 grandes tendances. La première tendance, c'est ce qu'on appelle en fait le pop culture et manga. Ce sont ces personnages avec des grands yeux. Ensuite, on a les influenceurs virtuels qui viennent du monde du gaming. La troisième tendance, c'est les influenceurs qui nous viennent du monde du cartoon et de l'anthropomorphisme, qui sont donc extrêmement présents et qui fonctionnent très bien parce qu'ils ont tout de suite en fait un caractère extrêmement émotionnel et attachant. Et puis ensuite, on a ces influenceurs qu'on appelle en fait des androïdes, ceux qui ressemblent aux hommes, des gynoïdes, ceux qui ressemblent aux femmes, et qui nous font arriver dans ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. Alors la vallée de l'étrange, c'est à partir du moment où tu ressembles à un humain, mais tu n'es pas vraiment un humain, tu deviens un peu une monstruosité, ou en tout cas tu me fais peur. Et puis à la fois, on appelle ça une vallée, parce qu'à partir du moment où on franchit en fait cette étape-là, où en fait ce personnage est de plus en plus réel, eh bien on en a moins peur et il devient familier. Et donc probablement effectivement que la 5e partie sera ce qu'on appelle les méta-influenceurs. On en est encore très loin, c'est comme le dit Teddy, le métavers, on est encore très loin. De cette partie effectivement méta-influenceurs, on y est très loin aussi. Mais avec ces influenceurs qui ressemblent vraiment à des humains, quel droit juridique, quelle régulation, puisqu'il y a déjà eu une affaire assez sérieuse il n'y a pas longtemps, je crois d'une agression sexuelle dans le métaverse. C'est un grand sujet, parce que le cadre légal n'est pas du tout posé, clairement. Je dirais même que c'est un virage qu'on a loupé avec l'Internet, qu'on a essayé de résorber avec GDPR, etc. Mais on n'en est pas encore là. Et là, on rajoute une surcouche qui emmène l'immersion et l'engagement un peu plus loin encore. Donc c'est un terrain vierge, c'est un peu le Far West, il faut le dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des initiatives globales qui sont prises par des consortiums privés ou autres, et des lobbies en fait qui se rapprochent des institutions légales en fait pour essayer de pousser une régulation sur ces sujets-là. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de cadre légal, pour dire les choses simplement. Une dernière question un peu philosophique pour conclure cette table ronde. Est-ce qu'on est dans une extension ou un remplacement du réel, Muriel? Alors, en aucun cas, je pense qu'on est dans le remplacement de l'homme. En tout cas, je prône pour aussi beaucoup d'éthique dans le domaine de l'influence virtuelle. On a besoin de savoir quand on a affaire ou pas à un influenceur virtuel. Et l'influenceur virtuel, il est derrière, c'est toute une équipe. Et à la fois, c'est une sorte de garde-fou puisqu'il y a une équipe, il y a de la vraie co-création. Donc je suis effectivement pour ne pas mélanger les genres et faire appel au bon sens humain pour bien différencier ce qui est faux de ce qui est vrai. Et de toute façon, il y a aussi, je dirais, les plateformes qui aujourd'hui demandent aux influenceurs virtuels de bien se faire identifier avec des hashtags en mettant effectivement robot ou virtual influencer. Teddy, sur cette dernière question. Je rejoins Muriel sur ce sujet. Je pense qu'elle a dit un mot qui est très important, c'est le mot éthique. Et je pense que ça concerne tous les acteurs du milieu d'avoir vraiment une conscience humaine et de remettre l'humain au centre de tout ça, quoi. Et comme il n'y a pas de régulation, le hashtag, c'est un bon moyen. À partir du moment où est-ce qu'on passe au-delà d'Uncanny Valley, justement qu'on ne sait plus faire la différence entre un humain et une intelligence artificielle, c'est là où il y a un danger et il faut faire appel donc au bon sens pour garder certaines limites qui soient convenables pour tout le monde et la société de manière générale. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir. Merci.